Dans les deux premières séquences consacrées au tarot de Marseille, il a été possible de rassembler un grand nombre d'indices sur la carte 1, le battleur, et sur la carte 6, l'amoureux, un grand nombre d'indices qui nous ont permis d'identifier derrière ce jeune homme Dionysos Bacchus. La question qui se pose, c'est de savoir si les deux autres représentations d'un jeune homme dans le tarot de Marseille sont dans la continuité de ces deux premières identifications dans la carte 1 et dans la carte 6. Déjà, le fait que la carte 7, le chariot, et pour ce numéro justement, le 7, nous oriente dans cette direction puisque tout bon numérologue néoplatonicien ou néopythagoricien ou n'importe qui serait d'accord pour reconnaître que 1 plus 6 égale 7, donc que les chiffres nous orientent vers une identification identique pour ces trois personnages. Ce jeune homme, bien que vêtu d'une armure militaire, n'a rien de très martial, n'a rien de viril. Il a toujours cette position un peu légèrement alanguie, décontractée, que l'on retrouve sur le battleur ou sur l'amoureux, ainsi que sur de nombreuses représentations de Dionysus Bacchus. Deux représentations ont attiré mon attention. L'une, malheureusement, n'est qu'une copie. Je n'ai pas encore pu retrouver une image de l'original, alors que l'autre est une statue authentiquement romaine, représente pratiquement la même position que le jeune homme du chariot. À savoir, il tient dans sa main le thyrse, ou ce qu'il en reste pour ce qui est de la statue, et de l'autre côté, il a la position du bras, de la main sur la hanche, normalement pour tenir une grappe de raisin, même si elle n'est pas présente sur cette carte. Et puis donc ce sceptre que tient ce jeune homme sur le chariot n'a rien d'une lance, n'a rien d'un sceptre royal ou médiéval. Il est là plutôt pour rappeler le thyrse des cultes dionysiaques. Un élément sur son costume, sur sa manière, sur son accoutrement, aussi est intéressant, c'est qu'il a à la base comme une sorte de ceinture, une ornementation que l'on retrouve sur de nombreuses représentations de généraux ou de Césars romains, même si ça peut être sur 2 ou 3 niveaux, là c'en est que sur un seul, comme sur cette statue du musée de Naples, ce qui nous renvoie donc à un modèle à l'origine romain, puisque cette ornementation des armures n'existait plus au Moyen-Âge et après. Mais l'élément le plus intéressant dans le costume du chariot, du jeune homme du chariot, sont ces deux épaulettes, qui sont en fait deux masques de théâtre, celui de la comédie et celui de la tragédie, Dionysos Bacchus étant en quelque sorte dans son domaine, dans le théâtre, qu'il patronne. D'ailleurs, le chariot lui-même ressemble plus à un décor de théâtre pour marionnettes qu'à un chariot de triomphe. Bien que des images de triomphe de Dionysos Bacchus soient assez nombreuses pour son retour de la conquête de l'Inde ou lors de ses noces avec Ariane. Un élément qui a attiré beaucoup de commentaires de la part des ésotéristes tarologues sont les deux chevaux et les deux roues qui sont dans des directions opposées. Les deux chevaux semblent tirer chacun dans sa propre direction, même s'ils regardent ensemble dans la même direction. Cette espèce de dialectique des contraires qui vont dans le même sens se retrouve aussi sur des représentations dionysiaques, comme sur celle-ci qu'on a sur le sarcophage, sur un sarcophage du musée de Naples, où l'on voit un bacchant et une bacchante qui tiennent ensemble le couffin, le panier, le lycnon dans lequel se trouve le jeune bébé Dionysos. Chacun tire dans un sens différent, pourtant ils vont dans la même direction. Donc sur cette carte 7, il n'y a aucune contradiction non plus à reconnaître Dionysos Bacchus comme on l'a fait sur la carte 1 ou sur la carte 6. Pour la carte 12, c'est quand même plus délicat, puisque nous n'avons aucune figuration gréco-romaine avec cette posture, ce supplice. La seule image que l'on a à notre connaissance se trouve à Bologne, dans la basilique San Petronio, une fresque qui daterait de 1410, c'est-à-dire à peu près à la même époque que sont apparues
les tarots les plus anciens connus et conservés, ceux de Visconti, qui sont datés de 1420. Est-ce que c'est le tarot qui a donné le modèle à la basilique ou la basilique qui a donné le modèle au tarot? Là, pour l'instant, n'est pas la question. Ce que l'on retiendra déjà, c'est que dans cette basilique, il s'agit des supplices des enfers, et le supplice d'être pendu la tête en bas par un pied est celui qui est réservé aux païens. Comme si il y avait encore un paganisme actif à cette époque-là dans l'Italie du Nord. Mais deux éléments troublants, intéressants sur cette carte nous renvoient au domaine orphique, à savoir la fosse que l'on voit en dessous de la tête du pendu, qui est donc, on peut imaginer qu'il s'agit d'un puits, d'une fosse, d'un accès à un monde souterrain, et le fait qu'il ne soit tenu que par un seul pied. Ces descentes dans la fosse dans le cadre des initiations bacchiques sont déjà relevées par Tite-Live quand il relate l'affaire des bacchanales, où il déclare que les jeunes initiés étaient précipités dans une sorte de fosse qui serait une image du monde des enfers. Ce passage dans un monde souterrain censé représenter le monde des enfers est un peu une constante aussi du domaine initiatique grec. Pythagore lui-même serait resté de très nombreuses années ainsi sous terre. Parménide, c'est dans une caverne sous terre qu'il a eu la révélation de sa dialectique que l'être est et que le non-être n'est pas, et ce par une mystérieuse déesse. Le monde souterrain est également évoqué dans Platon avec le mythe de la caverne. Donc, cette fosse dans le pendu peut nous renvoyer également à ce milieu souterrain de cette visite aux enfers. Plus intéressant encore est le fait qu'il ne soit pendu que par un seul pied, autrement dit qu'il y a une asymétrie au niveau des pieds. Cette asymétrie est aussi une constante de ces initiations gréco-romaines, surtout grecques, puisque Jason finalement est reconnu car il avait plus qu'une seule sandale, il avait perdu l'autre en traversant une rivière, autrement dit en traversant une épreuve. Oedipe, ça veut dire le boiteux, donc il a une asymétrie au pied. Il y a Achille qui est plongé dans le Styx, tenu seulement par un pied, par le talon, donc il se retrouve lui aussi avec une asymétrie au pied. Et plus étrange encore, à la Villa des Mystères, ou sur une mosaïque de Volubilis au Maroc, l'on voit que Dionysos, Bacchus, n'a qu'une sandale ou qu'une seule botte. Un détail de plus à la Villa des Mystères est qu'il tient un bracelet de cheville qui a la forme d'une corde, cordelée. Un bracelet que l'on retrouve aussi sur une mosaïque de Pella, lorsqu'il est sur une panthère, ou sur une mosaïque de la Maison du Faune de Pompéi, où il est sur un tigron, où il regarde également une coupe. Un bracelet, et là, dans le cadre de la mosaïque de la Villa du Faune de Pompéi, il est devant une fosse profonde, d'où il y a un rapport entre le fait d'avoir ce bracelet et cette fosse. Donc, cette carte, déjà, n'est pas contradictoire avec une origine orphico-dionysiaque. Mais le plus intéressant encore est le témoignage de Pausanias pour un rite oraculaire largement teinté d'orphisme, qui est le rite de Trophonios à l'Ébalé. Trophonios ayant été un architecte du temple, du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Et on voit beaucoup de choses dans son témoignage, entre autres le fait qu'il est précipité encore une fois dans un monde souterrain et qu'il est relevé de ce monde souterrain, la tête en bas, donc on peut imaginer par une corde, même si on n'a pas le détail que ce soit par une corde et que par un seul pied. Pausanias n'a peut-être pas vécu directement cette expérience, c'est peut-être un témoignage de seconde main, mais là encore nous avons la descente dans un monde souterrain, une anabase, et après une remontée tirée la tête en bas, donc par une corde, la catabase. Donc cette carte 12 n'est absolument pas contradictoire en rien avec une tradition orphico-dionysiaque. La Villa des Mystères nous donne un élément de plus, c'est que l'on voit donc ce Dionysos qui a perdu une sandale,
avec un bracelet de cheville en forme de corde qui s'appuie sur le trône d'une femme mystérieuse que beaucoup ont identifiée comme étant Sémélé, sa mère après l'avoir retirée des enfers, que d'autres y ont vu également s'apparaître classique Ariane, quand un seul a pu voir la Vénus pompéienne, ce qui est très très discutable. Et Pausanias nous dit que le jeune homme, que le consultant qui est allé dans la fosse de Trophonios doit, après relater son expérience et soulager son traumatisme, car c'est une expérience traumatisante, auprès d'un prêtre assis sur un trône. Donc dans la Villa des Mystères, moi je vois plutôt un jeune homme en état de Bacchus qui a été relevé de la fosse initiatique et qui confie son expérience à une grande prêtresse. Donc il y a une continuité véritablement entre ces 4 cartes et la présence de ce jeune homme en lien direct avec une tradition orphico-dionysiaque.